Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on corrige le sujet Amérique du Nord du 21 mai 2024, jour 1, et on s'intéresse plus particulièrement à l'exo 4. C'est parti. Alors, j'ai remis ici le début de l'exo 4. Donc, on nous donne pour tout entier naturel n des intégrales in, jn. Je vous laisse lire les définitions. Un petit coup d'œil rapide nous permet de voir que on ne sait pas calculer cache in et jn. Ici, s'il n'y a pas le sinus, je sais primitive exponentielle moins nx. N est considérée comme une constante ici, hein. Et s'il n'y a pas l'exponentielle moins nx, je sais calculer. Mais le produit des deux m'empêche de calculer. Pour les plus aguerris, on peut penser à une IPP, etc. Mais on va se laisser guider, surtout que la première question a l'air vraiment relaxe. Du coup, on y va. Pour calculer I0, bon alors bien sûr, je remplace n par 0, surtout pas x. Donc je remplace intégrale de 0 à pi de exponentielle 0 sinus x dx. Exponentielle 0 fait bien entendu 1. Donc j'obtiens l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. Ah cool, l'exponentielle a disparu, ça va me permettre de calculer. Ici, je vous rappelle les dérivées classiques des fonctions trigo, sin et cos. La dérivée de sin, c'est cos. Et la dérivée de cos, c'est moins sin. Et bien sûr, il faut savoir dire ça avec le mot primitive. Donc, une primitive de cos, c'est sin. Une primitive de sin, c'est moins cos, en faisant passer le moins de l'autre côté. Du coup, je dois intégrer sinus x dx entre 0 et pi. Autrement dit, je veux primitiver sinus x. Une primitive de sinus x, c'est donc moins cos, à prendre entre les valeurs 0 et pi. Je remplace moins cos pi, alors je vais faire le détail, mais il y a moyen d'aller plus vite. Moins, attention au double moins, donc plus cos 0, valeur en haut, moins valeur en bas. Je dessine un cercle trigo, si jamais ces valeurs ne sont pas claires. L'angle pi correspond à ce point du cercle, et donc son cosinus, c'est l'abscisse de ce point, autrement dit moins 1. Donc j'obtiens moins 1 à nouveau, donc 1, plus cos 0, ce coup-ci en vert. L'angle 0 correspond à ce point du cercle. Son cosinus, c'est-à-dire l'abscisse de ce point vert, c'est 1. Juste faites gaffe à ne pas mettre l'angle 0 ici. Ce point-là, c'est pas un point du cercle. Donc ça correspond à aucun angle. C'est une erreur classique de le mettre ici et de répondre que cos 0 fait 0. Pas du tout. 1 plus 1, pas d'ambiguïté. Et donc j'obtiens la valeur de I0. Donc c'est une petite question de mise en bouche pour me familiariser avec les notations. Et j'ai terminé la première question. Question 2a, justifier que pour tout n antinaturel, on a in positif ou nul. Alors la méthode pour majorer ou minorer une intégrale, c'est-à-dire écrire que une intégrale est plus petite qu'un machin ou une intégrale plus grande qu'un machin. C'est bien le cas ici. Et bien ça va être de majorer ou minorer ce qu'il y a dedans. Comme je veux mon intégrale plus grand qu'un truc, je vais prendre ce qu'il y a dans l'intégrale et je vais essayer ici de minorer, c'est-à-dire de dire que c'est plus grand qu'un certain truc adapté. Essayons ici. Donc mon idée, c'est d'écrire que ce pâté exponentiel moins nx sinus x est plus grand qu'un truc adapté. Bien sûr, le truc adapté ici, pour trouver 0 une fois que j'aurai intégré, c'est de regarder si par miracle, ce truc-là serait pas positif ou nul, entre 0 et pi. Alors, exponentiel moins nx, lui, il est strictement positif pour tous les x, peu importe, exponentiel de n'importe quel pâté, c'est strictement positif, donc a fortiori positif ou nul. Tous les x réels, mais en fait ici je m'intéresse qu'aux x entre 0 et pi parce que j'intègre entre 0 et pi. Le sinus, lui, le sinus, il change de signe, suivant les valeurs de x, mais j'aimerais bien qu'entre 0 et pi, mon sinus, il soit positif. Alors regardons ce qui se passe. Je refais un cercle trigo, et je regarde les x entre 0 et pi. Voilà, x égale 0, x égale pi, et donc les x entre 0 et pi, ce sont les angles sur cette partie du cercle-là. C'est pas beau, mais on comprend. Et donc, pour tous ces points rouges, les sinus, ce sont les ordonnées. Autrement dit, ici, 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 ainsi de suite.
Et donc, on se rend compte que pour tous les points rouges, les ordonnées sont situées ici, en vert, et que donc, elles sont positives ou nulles. Elles sont aussi plus petites que 1, mais ça, on s'en fiche ici parce qu'on a dit qu'on voulait minorer. Du coup, le sinus pour les x entre 0 et pi est bien positif. Ça ne serait pas vrai pour les autres, mais on ne regarde pas les autres ici. Donc, par produit, règle des signes, pour tout x entre 0 et pi, exponentielle moins 1x, sinus x, est positif ou nul. Et bien sûr, ceci c'est vrai pour tous les n. J'aurais dû dire au début que je fixais un n entier naturel quelconque. Ce que je fais ici, c'est pour ce n, mais bien entendu, à la fin, vu que c'est vrai pour lui qui est quelconque, c'est vrai pour tous. Cool. J'ai minoré ce qu'il y a dans mon intégrale, je vais donc pouvoir intégrer. On n'oublie pas de citer la propriété par positivité de l'intégrale. L'intégrale donc de 0 à pi de exponentielle moins nx sinus x dx est plus grand donc que l'intégrale de 0 à pi de 0 dx. C'est-à-dire que in est supérieur, alors l'intégrale de la fonction nulle c'est bien sûr 0, in est positif. Question 1b, montrer que pour tout n entier naturel, on a in plus 1 moins in négatif ou nul. Bon, je vais déjà écrire in plus 1 moins in pour voir la tête que ça a. In plus 1 moins in, c'est donc intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins n plus 1 x, n'oubliez surtout pas les parenthèses autour de n plus 1, sinus x dx moins l'intégrale, donc in, intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx. Alors ici, pour montrer que ce truc est négatif, il faudrait montrer que celui de gauche est plus petit que celui de droite. Donc là, je ne sais pas trop comment faire, mais par contre, comme j'ai les mêmes bornes aux intégrales, je peux les regrouper par linéarité de l'intégrale. Allons-y, voyons voir ce que ça donne. Intégrale de 0 à pi de exponentielle moins n plus 1 sinus x moins exponentielle moins nx sinus x, le tout dx. J'ai regroupé, et ceci, c'est par linéarité de l'intégrale. Pourquoi c'est une bonne idée de regrouper? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, maintenant que in plus 1 moins in est écrite sous la forme d'une seule intégrale, je peux de nouveau regarder ce qu'il y a dedans et essayer de majorer, idéalement par 0. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur trouver son signe, pour voir si ce truc-là à l'intérieur ne serait pas miraculeusement négatif. Alors pour l'instant, ça a une sale tronche, mais je sais que pour trouver un signe, ce qui est toujours une bonne idée, c'est de factoriser, parce que je préfère étudier le signe d'un produit que le signe d'une somme ou d'une différence. Alors on factorise, on se rend compte assez vite que sinus x est un facteur commun, et il faut aussi voir, avec l'habitude sur les exponentielles, que je vais pouvoir factoriser, j'ai oublié un x là, je vais pouvoir factoriser par exponentielle moins nx. Je le détaille ici. J'ai donc exponentielle moins nx moins x fois sinus x moins exponentielle moins nx sinus x dx. J'ai juste développé dans l'exponentielle de gauche. Et d'après les règles de calcul sur l'exponentielle, exponentielle moins nx moins x, c'est exponentielle moins nx fois exponentielle moins x. Je recopie tout le reste à l'intérieur de l'intégrale. Cool, maintenant, je factorise pour les raisons que j'ai évoquées au-dessus, en factorisant par le facteur commun le plus gros possible. Ici, exponentielle moins nx sinus x, facteur de exponentielle moins x moins 1. Mon but toujours le même, je veux montrer que ce qu'il y a dedans
est négatif ou nul. Comme ça, ce pâté-là sera bien négatif ou nul. Donc maintenant, c'est un produit. Ben, génial. Alors, au brouillon ou dans la tête, je me dis, bon, ben, lui, il est positif. Sinus x, on en a parlé à la question d'avant, entre 0 et pi, il est positif ou nul. Du coup, tout ça, c'est positif ou nul. Il ne me reste plus qu'à étudier le signe de ce facteur-là entre parenthèses, en espérant trouver qu'il soit négatif. Pour étudier le signe de ça, ben, je vais résoudre une inéquation parce que c'est ma méthode habituelle quand je cherche des signes d'expression où il y a des exponentielles. Donc, je me demande quels sont les x pour lesquels ce truc est par exemple positif. Je vais résoudre. J'obtiens exponentielle moins x supérieur ou égal à 1. J'ajoute 1, je ne change pas le sens. Ici, je veux faire redescendre le x ou disparaître l'exponentielle. Donc, j'applique le ln. Je détaille, mais vous pouvez sauter un petit peu. Par contre, il faut absolument justifier, quand vous appliquez le ln, que ça ne change pas le sens de l'inégalité, car ln est, c'est vrai, strictement croissante, mais ici, on veut juste transformer une inégalité large en inégalité large, donc croissant et suffisant. Si ln est strictement croissante, alors elle est croissante. Du coup, maintenant je calcule, j'ai appliqué le ln des deux côtés. À gauche, j'ai ln d'exponentielle de pâté, donc pâté. Et à droite, ln de 1, il faut savoir que ça fait 0. J'ai presque fini. En multipliant par moins 1, qui est négatif, je change le sens de l'inégalité, et j'obtiens x négatif. Je viens de prouver que cette quantité-là est positive pour les x négatifs, et uniquement pour eux. J'ai donc mon tableau de signes. Pour la quantité exponentielle moins x moins 1. Alors, moi, j'ai juste besoin des signes entre 0 et pi, mais je vais le faire complètement. Du coup, ça change de signe en 0. Et j'ai montré avant, donc, comme je l'ai dit, que ce pâté est positif si et seulement x est négatif. C'est-à-dire que quand x est négatif, ce pâté-là est positif, c'est bien ce qu'on a trouvé au-dessus. Et comme il y a des équivalences, ça veut dire que pour les autres x, exponentielle moins x moins 1 n'est pas positif, autrement dit qu'il est négatif. Alors ici, comme j'ai dit, j'ai mis le tableau complet, mais en vrai, vous avez juste besoin d'écrire le tableau tronqué, c'est-à-dire, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre 0 et pi, et entre 0 et pi, bien entendu, on est sur cette partie du tableau, donc exponentielle moins x moins 1 est négatif, et il s'annule en 0. J'ai plus qu'à faire la fin de ma rédaction. On avait dit que ce pâté-là était positif entre 0 et pi. Or, pour tout x entre 0 et pi, exponentielle moins nx sinus x est positif. Je ne le redétaille pas, je viens de le montrer au-dessus. Donc, pour tout x entre 0 et pi, exponentielle moins nx sinus x exponentielle moins x moins 1 est négatif, règle des signes. Et du coup, j'ai fini, parce que en appliquant l'intégrale, je garde le sens de l'inégalité. Je rejustifie à nouveau que c'est par positivité de l'intégrale, pour bien montrer que je connais les noms des propriétés de mon cours. Tout ce qui est nouveau de terminal, vous prenez beaucoup de soin à le justifier. Ce qui est vieux est donc facile, vous pouvez aller un petit peu plus vite. L'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx sinus x exponentielle moins x moins 1 dx est négatif. Et l'intégrale de gauche, rappelez-vous le calcul, c'était en fait in plus 1 moins in. On a fait ceci pour un n quelconque fixé. Du coup, c'est vrai pour tous les n positifs ou nuls entiers. Petit c, déduire des questions précédentes que la suite in converge. Alors là, clairement, ça bascule dans le monde merveilleux des suites.
Alors du coup, je retourne voir ce que j'ai fait avant, et mon cerveau est basculé en mode suite. Qu'est-ce que j'ai montré? Alors là, il ne faut pas tergiverser, c'est du classique parmi les classiques. IN est positif et IN plus 1 moins IN négatif. Il faut réinterpréter un tout petit peu ça. D'après 2B, IN, la suite, donc entre parenthèses, est décroissante. Après 2A, IN est minoré par 0. Donc, par théorème de convergence monotone, je mets CV pour convergence, sur une copie, faites pas d'abrégation, la suite IN converge. Je rappelle que, à ce stade, on sait que IN converge, mais on ne sait pas vers quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que la limite de IN est donc un réel, c'est ça la traduction de converger, et que cette limite est positive ou nulle à cause de cette première inégalité. Mais on ne sait pas vers quoi converger. Question 3a. Je veux montrer quoi? Que IN est plus petit qu'un pâté. Bah, comme on l'a dit au-dessus, on va essayer de majorer ce qu'il y a dans l'intégrale. Bien sûr, pour les x entre 0 et pi. Pour tout x entre 0 et pi, exponentielle moins nx sinus x, j'aimerais le majorer. J'aimerais le majorer par quoi? Bah, par ça, du coup. Bah, il suffit que sinus x soit plus petit que 1 pour que ça marche, mais on sait que pour tous les x réels, sinus x est plus petit que 1, donc c'est vrai en particulier pour ceux entre 0 et pi, et donc j'obtiens ceci. Donc à nouveau par positivité de l'intégrale, IN est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx dx, ce qui est le résultat attendu. Et bien sûr, ce truc est vrai pour tous les n entiers naturels. Question 3b, montrer que justement, cette intégrale qu'on vient d'écrire est égale à un certain machin. Alors c'est un peu ce qu'on a dit au tout début. IN, en fait, je ne sais pas le calculer parce que je voudrais me débarrasser soit de ce facteur, soit de celui-là. Et bien, en majorant, en fait, on a réussi justement à éliminer le sinus x. Donc maintenant, je vais savoir calculer cette intégrale parce que je sais primitiver ce qu'il y a dedans. C'est ce que je vais faire. Une primitive de exponentielle moins nx, c'est moins 1 sur n, exponentielle moins nx. Il suffit de redériver ce truc pour voir que le moins n qui sort se fait neutraliser par celui que j'ai mis devant. Par contre, attention, cette primitive ne marche pas pour n égale 0. Ça se voit ici, je suis en train de diviser par 0. Du coup, il faut vraiment faire gaffe que ceci n'est vrai que pour n non nul, et comme n était entier, ça ne va marcher qu'à partir de n égale 1. J'ai plus qu'à remplacer. Moins 1 sur n. Alors, c'est bien les x qu'on remplace, c'est pas les n, bien sûr. La variable d'intégration, c'est x. Moins 1 sur n exponentielle moins n pi, moins 1 sur n, donc plus 1 sur n, exponentielle de moins n fois 0, donc exponentielle 0. C'est déjà au même dénominateur, donc j'écris que ce truc, c'est moins exponentielle moins n pi, plus 1 sur n, et donc en changeant l'ordre des termes au numérateur, j'obtiens 1 moins exponentielle moins n pi sur n. Je réécris devant mon intégrale, et j'encadre, c'est la conclusion. Question 3c. Déduire des deux questions précédentes la limite de la suite IN. Alors, direct, je retourne voir les questions précédentes. Il y a une aide, autant en profiter. Qu'est-ce que j'ai montré dans les questions précédentes?
Ben, j'ai montré qu'IN était plus petit qu'un pâté, une intégrale, qui était égale à ça. Bah, c'est facile d'agglomérer les deux et de voir que du coup, IN est plus petit que 1 moins exponentielle moins npi sur n. Et la question, c'est la limite de IN. On sait que IN a une limite réelle, qu'elle converge. Comment, d'une inégalité, je peux donc trouver une limite? Et donc là, la réponse doit être relativement simple, mais elle est simple si on se la pose dans ces termes. Qui dit inégalité et limite dit théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Sauf que du coup, j'obtiens juste IN plus petit que 1 moins exponentielle moins npi sur n, et il manque un gendarme de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ici, j'aimerais bien obtenir quelqu'un. Vous aviez montré au tout début que IN était positif. Ah ben c'est bon, on a notre trame, il n'y a plus qu'à rédiger. On croise les doigts à ce stade pour que ce truc-là tende bien vers la même limite que 0, autrement dit 0. Soit vous le faites mentalement avant, soit vous vous dites c'est ma seule chance de toute façon et on verra bien. Nous, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, tu vas voir que ça tend bien vers 0. On y va pour la rédaction. On a, d'après 3a et 3b, IN inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins npi sur n pour tout n supérieur ou égal à 1. Or, d'après 2a, pour tout n appartenant à grand N, IN est positif. Du coup, pour tous les n supérieurs ou égaux à 1, j'ai bien IN coincé entre 0, premier gendarme, et deuxième gendarme, 1 moins exponentielle moins npi sur n. Bien sûr, ça ne marche que pour les n supérieurs ou égaux à 1, parce que la première inégalité n'est vraie qu'à partir de 1. Donc pour n égale 0, ça ne marche pas, mais on s'en fiche, nous on veut une limite, donc on veut une inégalité vraie à partir d'un certain rang, au bout d'un moment. On va donc regarder la limite du gendarme de droite, qui est la seule où il y a vraiment quelque chose à expliquer. Juste, il faut porter un petit soin à l'explicitation de la première limite, parce que c'est une composée de limites, et donc il faut l'écrire proprement. C'est ce qu'on va faire. Limite de moins npi quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de exponentielle un certain truc qui tend vers moins l'infini, ce grand x là, c'est le moins npi du dessus en vrai. C'est 0, limite de cours. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle moins npi, c'est 0. D'où, alors là, peut-être qu'on ne détaille pas le 1 moins 0, ça ira. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins npi sur n, c'est bien 0. Limite du gendarme de droite. On n'oublie pas de donner la limite du gendarme de gauche, qui est évidente. La limite de 0, bah, c'est 0. Donc, par théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, ça dépend de votre prof, hein, la limite de IN, bah, c'est la même que la limite commune des deux gendarmes, c'est-à-dire 0. Fin de la 3C. Question 4a. En intégrant par partie IN de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. Alors je jette un coup d'œil aux relations. J'ai bien IN égale des deux côtés. Et à droite, ben, j'ai le retour de JN qu'on a complètement zappé parce qu'on l'a lu au tout début, mais on ne l'a jamais utilisé. Donc je retourne voir JN. JN, c'est la même que IN, mais au lieu du sin, j'ai un cos. Bon, très bien. Donc je vais faire des intégrations par partie. Première méthode. Je vais donc intégrer par partie dans IN en primitivant exponentielle moins nx et en dérivant le sinus x. Bah oui, je sais primitiver exponentielle moins nx, d'ailleurs j'ai déjà fait,
Et je sais dériver sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, on pose U' égale exponentielle moins nx. Donc, et V égale sinus x. C'est un peu abusif, hein. Normalement il faut écrire U' de x, V de x, mais c'est pas grave. Donc ici, mon U', ben, je vais le primitiver et retrouver U, je l'ai fait tout à l'heure, moins 1 sur n exponentielle moins nx, et mon V', ben, j'ai qu'à dériver V, donc dériver sinus, c'est cosinus. Pour bien coller à nos hypothèses de l'IPP, intégration par partie, on remarque que U' et V' sont continus. Je rappelle que c'est les hypothèses de votre théorème d'IPP. Si vous ne le mettez pas, c'est pas la fin du monde. On y va du coup. IN égale par IPP. Premier terme, qui est donc un crochet. Je vais mettre U fois V entre 0 et pi, moins intégrale entre 0 et pi de U. Le moins 1 sur n, c'est une bonne habitude directe de le sortir, mais on peut le faire à l'étape d'après. Fois V'. Qu'est-ce que ça me donne? Le crochet, soit vous remplacez partout les x, et non pas les n, hein, bien sûr, par 0 et par pi, soit alors vous vous rendez compte que sinus en pi, il vaut 0, donc l'ordonnée de ce point c'est bien 0, et sinus de 0 vaut aussi 0. Donc en fait, le premier crochet, il vaut 0. Si vous voulez, je le détaille. Moins 1 sur n exponentielle moins n pi sinus pi, moins, donc plus 1 sur n exponentielle 0 sinus 0. Dans l'intégrale qui suit, je vais faire du ménage par linéarité de l'intégrale, le moins 1 sur n sort devant. Plus 1 sur n, intégrale de 0 à pi, exponentielle moins nx, cos x dx. Je me rends compte ici, GJN. Ici, donc, j'en ai parlé, sinus pi vaut 0, donc sinus pi fois je sais pas quoi, ben, ça vaut 0, et sinus 0 vaut 0, donc ce terme vaut aussi 0. Il me reste donc 1 sur n, JN. Fin de la première méthode. Deuxième méthode, ben, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Deuxième méthode, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? On va poser ce coup-ci U' égale sinus x, et V égale exponentielle moins nx. Je devrais peut-être remettre ici les définitions des intégrales. Donc, U de x égale, ben, je dois primitiver sinus, donc moins cos. Et ici, je dois dériver exponentielle moins nx, donc moins n exponentielle moins nx. On a, toujours pareil, les hypothèses de mon UPP, U' et V' sont continues. IN exponentielle moins nx fois moins cos x, le moins je le mets devant pour faire du ménage, entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi toujours, de moins n exponentielle moins nx, fois moins cos, alors le moins cos, le moins je vais le mettre là, pour pas avoir des expressions trop dégueu. Ben, je vais remplacer. Exponentielle moins nx cos x, je remplace x par pi, moins n pi cos de pi, on l'a dit tout à l'heure, ça fait moins 1, moins, donc plus, exponentielle de 0, fois cos de 0, qui vaut 1. Moins, le n sort de l'intégrale par linéarité, et j'obtiens à nouveau l'intégrale Jn.
exponentielle moins npi plus 1 moins n jn, qui est bien la réponse attendue. Question B. En déduire que pour toute n supérieure ou égale à 1, on a in égale une expression qui ne dépend que de n. Donc il faut déduire de quoi? De ce qui précède, bien entendu. Dans ce qui précède, j'ai une première égalité qui est une expression de in en fonction de jn, et une deuxième qui est du même type. Ce que je veux, c'est dans ces égalités éliminer jn. Je vais utiliser la deuxième, qui est le plus simple, pour exprimer jn en fonction de in, et cette expression, je la rebalancerai dans la première, qui me donnera in en fonction de in. Je n'aurai plus qu'à résoudre une équation. C'est ce que je vais faire. On a in égale 1 sur n jn équivaut à jn égale nin. J'ai renversé le lien entre in et jn dans la deuxième égalité. Du coup, cette expression de jn, comme je disais, je peux la balancer dans la première pour n'avoir plus que du in. J'ai bien éliminé jn. C'est une technique qui est très similaire à ce qu'on fait dans les résolutions de systèmes par substitution. Moins n fois la valeur de jn que j'ai trouvée au-dessus, donc n fois n carré. Comme prévu, j'ai une expression qui contient plus que du n et du in. C'est une équation en fait de degré 1 en in. Si ça vous gêne, vous pouvez l'appeler x, l'inconnu, pour mieux y voir. J'ai x, mon inconnu, égale un nombre, on va dire 3, plus un certain nombre de fois mon inconnu. En fait, l'équation qui est là, c'est la même, ou presque la même, que celle-là. J'obtiens in plus n carré in égale 1 plus exponentielle moins npi. J'ai mis toutes les inconnues du même côté, maintenant je les regroupe. Donc j'obtiens in facteur de 1 plus n carré égale 1 plus exponentielle moins npi. Et il n'y a plus qu'à diviser par 1 plus n carré pour obtenir in en fonction de n. Une bonne habitude à prendre quand je divise par un nombre, c'est de regarder si ce nombre est bien non nul. C'est 1 carré plus 1, donc c'est supérieur ou égal à 1. Donc strictement positif, donc pas nul. Bon, mais j'ai bien obtenu ce qu'on me demandait. Dans cette question-là, en fait, j'ai réussi à faire quelque chose que je croyais impensable au début. Rappelez-vous, on avait dit, in, exponentielle moins nx sinus x, je ne sais pas le primitiver. Du coup, je vais avoir du mal à calculer cette intégrale. Grâce aux IPP, j'ai obtenu une expression de in, mais je ne sais toujours pas primitiver exponentielle moins nx sinus x. Deuxième remarque, si on vous fait calculer in explicitement avant de demander sa limite, regardez dans l'expression explicite. Si je réécris 1 plus exponentielle moins npi sur 1 plus n carré, et qu'on vous demande la limite de ça, vous allez bien sûr regarder dans cette expression de in, et non pas dans l'expression où il y a une intégrale. C'est beaucoup plus simple. On l'a fait tout à l'heure, exponentielle moins npi, lui, il tend vers 0, donc tout le numérateur tend vers 1, et le dénominateur tend vers plus l'infini, et je retrouve que ma limite de in, c'est bien 0. Question 5. On souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Ah oui, c'est normal qu'un tel rang existe, parce que comme elle tend vers 0, au bout d'un moment, elle sera plus proche de 0 que ce nombre-là, 0,1. On définit le seuil, on initialise n à 0, i égale 2. Oui, rappelez-vous le tout début, i0 vaut bien 2, c'est normal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros classique. N prend la valeur n plus 1, autrement dit, on incrémente n, et i prend la valeur, donc, in plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement écrire tant que i est supérieur à 0,1. Alors ici se pose une toute petite question. Est-ce qu'on veut
que IN soit strictement inférieur à 0,1 ou inférieur ou égal, normalement, quand on dit juste inférieur, c'est inférieur ou égal. Donc, vous voulez continuer à calculer le IN d'après, tant que I est strictement supérieur à 0,1, et dès que c'est plus le cas, c'est-à-dire dès que I est inférieur ou égal à 0,1, vous répondez ce N-là, l'indice de la première intégrale qui devient inférieur ou égal à 0,1. C'était la dernière question de cet exo 4 et donc la dernière question de ce sujet jour 1 Amérique du Nord 2024. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a répondu à tes attentes. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas non plus si tu as des questions, j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Ciao!